Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles Express en ce 8 octobre 2024. C'est un total de 18 affiches préventives des marées qui seront disposées à plusieurs endroits sur le territoire. Et c'est à Portneuf-sur-Mer et Forestville qui en aura le plus. En tout, 4 pancartes, dont une à la Pointe-des-Fortins, l'endroit où la tragédie du 3 juin 2023 s'est produite, seront visibles pour tous. Écoutons M. Jean-Maurice Tremblay, maire de Portneuf-sur-Mer, et Mme Micheline Anctil, mairesse de Forestville, inaugurer la nouvelle affiche. Mon impression, c'est que ça a donné un beau résultat, malgré le fait que ça a été une tragédie. Je pense que tout le monde s'est pris la main ensemble, puis se sont entendus sur une façon de faire. Puis c'est exactement ce qui s'est passé ce matin. On a eu la présence des maires des autres municipalités. On a eu aussi, ce qui a été très apprécié, la présence des parents, monsieur de Kevin Gérard, qui se sont présentés, qui sont venus assister aussi à la présentation. Puis je pense que c'était un plus du fait que les panneaux, c'est un objectif de prévention, mais c'est un double objectif ce matin, c'était de se rappeler la tragédie qui s'était passée le 2 ou le 3 juin dernier, 2023. Puis ça valait la peine de le souligner parce que toute une famille a été affectée par cette tragédie-là lors d'une activité de loisir, comme je mentionnais. Puis personne n'aurait pensé que ça puisse se passer, surtout au bord du fleuve, alors que c'est des plages, puis on ne pense pas qu'il peut y avoir des noyades issues d'une activité comme la pêche au capelin. Ça fait que je pense que ça va sensibiliser les gens à faire attention à bordure du fleuve, que c'est naturel, le fleuve. On n'a pas de contrôle dessus. Par contre, les choses qui peuvent survenir suite aux fluctuations des marées, ça peut se traduire en fin de compte par une tragédie comme on a vécu le 3 juin 2023. Bien, écoute, on a beaucoup d'émotions quand on se rappelle des drames de cet ordre-là. Là. Il y a toujours un petit... il y a des émotions dans notre tête, dans notre cœur, mais c'est un geste là, qui est important. C'est une action de sensibilisation. On a 18 panneaux de ce même modèle-là que chacune des municipalités va disposer dans ses accès, dans ses portes d'entrée sur le fleuve. Alors, on espère que ça va faire la différence en termes de sécurité, en termes de prudence. Moi, je dis, c'est magnifique le fleuve. Hein? C'est un de nos attraits, c'est la beauté, c'est une belle qualité de vie, mais il ne faut jamais oublier que ça peut aussi avoir des surprises. Le fleuve, c'est très changeant. Et ce qui nous interpelle beaucoup, il y avait là une activité familiale. Aller au Caplan, ça fait 50 ans que tout le monde va au Caplan. Entre amis, en famille, on fait découvrir ça aux enfants et tout. Et bien, ça nous a pris tous par surprise. Alors aujourd'hui, au niveau des maires, le conseil de la MRC qui a investi pour ces panneaux-là, pour cette action-là, bien, ça vise à sensibiliser notre population et les visiteurs au danger et à l'importance de la sécurité quand on utilise les bords du fleuve, les bancs de sable, etc. Alors aujourd'hui, c'est le résultat. Ça nous a pris quand même 1 an pour concocter tout ça puis avoir de beaux panneaux. Donc, et là, l'installation va se faire. Donc, c'est le premier résultat. Alors, on est fiers de ce premier résultat. Il y en aura probablement d'autres. Ce drame-là nous interpelle toujours. Alors, on sera toujours sensible à ce qui va se passer par la suite. C'est le moyen qu'on a trouvé avec un code QR sur le panneau. Donc, tout le monde peut avoir accès. Les marées, hein, ça varie évidemment plusieurs fois même par jour. Alors, avec le code QR, pêche et océan en direct, les gens sont capables donc d'aller chercher les variations de marée. Et le message qui devient comme un petit peu une petite barrière avant d'entrer sur le fleuve ou d'utiliser cette beauté, bien, ça va faire un petit rappel. Qu'il faut le faire, oui, merveilleux, mais en sécurité. Voilà. Est-ce que ça fait longtemps que ça se parle là, de mettre des pancartes comme ça? Presque au lendemain du drame. Mais pas avant, là? Non, avant, non, on n'était pas à cette... Il n'était jamais rien arrivé.
Alors, malheureusement, des fois, ça prend des drames pour qu'on réagisse. Alors, on s'est dit, bien, puis c'était des citoyens, donc qui, en principe, connaissent le fleuve. Alors, même à ça, même en connaissant le fleuve, on peut être très, très surpris. Alors, on a voulu donner un message de sécurité. Le 7 septembre dernier a eu lieu pour une 4e année consécutive la marche du myélome à Sacré-Cœur afin d'amasser des dons pour ce cancer qui se dit incurable. Un 5 km bien important pour Marie-Lise Bouchard et sa belle famille que nous avons avec nous aujourd'hui dans nos studios pour venir nous en parler. Allô? Allô, Ça va Myriam, bien? absolument, toi aussi. Oui, ça va super bien. Merci de donner cette visibilité-là à notre cause, mais également de m'inviter en studio. C'est toujours le fun de venir Ça vous nous voir. fait plaisir de te voir. Donc, comment s'est déroulée la journée? Parle-nous-en, là, grosso Écoute, modo. Là. un rêve, Myriam, ça s'est tellement bien déroulé, une journée vraiment au-delà de nos attentes en termes de participation, en termes aussi de sous collectés, mais ça, probablement qu'on va en parler un petit peu plus tard. Oui. Le beau temps qui était au rendez-vous, on a eu à peu près on reste dans notre taux de participation depuis les 4 dernières années, dans le fond, depuis l'instauration de cette marche-là. De personnes qui marchent. Là. Absolument. OK. On a environ entre 70 et 80 marcheurs qui viennent à tous les années. On voit souvent des visages, mais des nouveaux, de plus en plus, parce que notre cause vraiment gagne de plus en plus en visibilité. Oui, c'est connu, là. C'est Absolument. connu. OK. Il demeure encore méconnu, le cancer, en tant que tel, le myélome, mais notre événement qui commence à faire vraiment parler de lui d'année en année. C'est pour ça qu'on était vraiment contents de notre beau succès cette année. Du soleil mur à mur, des gens qui ont répondu présent. Donc, nous, ça nous donne la motivation, de la force pour continuer à soutenir, bien sûr, ma belle-mère. Vous le savez, c'est pour ça qu'on a instauré l'événement il y a 4 ans. Donc, nous, dans notre belle famille, le diagnostic qui est tombé au mois de décembre 2021 et par la suite, 2020, écoutez, ça passe, là. Depuis, on est en 2024, donc 4e année. On a eu le diagnostic en 2020 et c'est par après qu'on a fait les démarches là, pour arriver à notre marche myélome multiple qu'on connaît, avec la formule qu'on connaît aussi. Oui. Bien, peut-être rappeler aux gens, là, c'est quoi exactement ce cancer pour ceux qui connaîtraient un petit peu moins, là. Oui, parce qu'il faut en parler de plus en plus, la sensibilisation, et c'est la clé. Donc, le myélome multiple, le 2e cancer du sang, le plus répandu. Donc, on connaît la leucémie. La plupart du temps, c'est de lui qu'on parle comme cancer du sang. La 2e forme, c'est le myélome. OK. Ce myélome-là, donc ce cancer du sang-là, qui demeure encore incurable à ce jour. Et pour nous, ici, sur la Haute-Côte-Nord, on a un défi supplémentaire. La distance à parcourir pour aller recourir à ces traitements-là. Parce que les traitements se font à Québec. C'est bien ça? Ça dépend toujours de la gravité du myélome. L'autogreffe qui se fait à Québec, oui, mais comme moi, je prends toujours, par exemple, ma belle-mère, bien entendu, parce que c'est avec elle qu'on a vécu la maladie. Donc, il devait se transporter à Chicoutimi toutes les semaines pour recevoir des gros traitements, dans le fond, intraveineux. Et par la suite, là, c'était vraiment pour préparer son corps à la greffe qu'elle a eue et que son corps a super bien répondu. Donc, on est très contents. Mais c'est ça, dans le fond, ça s'attaque à la moelle et aux os. On perd une solidité des os. Et là, après ça, ben, on sait vraiment là, dans le sang, au niveau des globules blancs, tout ça, que c'est plus complexe. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est super important d'investir dans la recherche pour qu'un jour, on puisse trouver le cancer qui va vraiment permettre de guérir. Okay. Donc, c'est vraiment pour ça que les Donc, les dons amassés, oui. 100%. Retourne à Myélome Canada, on les investit dans la recherche pour trouver un traitement, mais on investit aussi pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là qui sont atteints. Moi, je donne un exemple. Donc, quand ça a été le temps de faire la greffe de ma belle-mère, ils ont eu besoin de se déplacer à Québec. Donc, Myélome Canada qui est venu jouer un rôle pour trouver de l'habitation, un logement, le temps de la greffe pour le prochain aidant de ma belle-mère. Donc, c'est vraiment pour améliorer la qualité de vie aussi. Donc, c'est là que tout vient en jeu. Bon, là, il y a un montant. Oui. Oui. Ben, je te laisse le dévoiler, le montant. Écoute, d'année en année, on est tellement contente parce que vu que notre cause est de plus en plus connue, on fait des beaux montants d'année en année. L'année passée, 2023, on a ramassé 17 700 $. Cette année, on a été capable d'aller chercher 18 410 $. On ne soulignera jamais assez la générosité de notre communauté qui est exceptionnelle. Écoute, 18 000.
410 $. Ça, c'est grâce à tous les partenaires qui ont embarqué avec nous dans cette cause-là. Donc, les dons financiers, mais vous le savez, notre vente de notre panier cadeau, Oui, c'est la justement, principale source de financement dans notre collecte de fonds. Donc, à lui tout seul qui va chercher la grosse majorité du montant final. Puis ça, ben, ces entrepreneurs-là qui donnent des cadeaux pour monter notre panier cadeau, on sera jamais assez reconnaissante envers eux parce que ça nous permet d'aller chercher le maximum de sous pour la cause. Donc, vraiment un beau montant qui a été redonné à Mielome Canada. Faut dire d'ailleurs aussi que cet événement-là de la Marche Mielome, nous, à Sacré-Cœur, on est la seule dans tout l'Est du Québec. Wow. Donc, c'est pas une marche qui se fait à Chicoutimi. Ce n'est pas une marche qui se fait dans le Bas-Saint-Laurent. C'est On est sur la exclusif Côte-Nord. ici. Oui, on est vraiment Okay. exclusif dans l'Est du Québec. La plus proche, sinon, qui se déroule dans la ville de Québec. Okay. Il y en a seulement 7 des marches Mielome à travers le Québec, à peu près une quarantaine à travers le Canada. Et cette année, la belle surprise qu'on a eue, c'est que Mielome Canada était sur place avec nous pour la première fois. Donc ça a été très touchant pour nous parce que bien, la ressource qui est venue parler de la maladie, qui est venue voir qu'est-ce qu'on faisait aussi pour inspirer peut-être d'autres marcheurs, d'autres organisations dans les marches. On était très, très, très flattés de ça. Donc, ça a été un beau moment pour nous. Oui, vraiment. Fait que là, j'imagine que vous revenez l'an prochain. Je sais pas de quoi tu parles. Évidemment, on va être là l'année prochaine. Parce que, oui, on le fait pour ma belle-mère, mais on s'est rendu compte. Moi, là, avant que ma belle-mère ait le diagnostic, c'est un mot que je n'avais jamais entendu, Mielome. Mais là, depuis que ça fait partie de nos vies, on dirait que je connais plusieurs gens de la Haute-Côte-Nord, sur la Haute-Côte-Nord, qui sont atteints. Donc, oui, on le fait pour ma belle-mère, mais pour tous ces gens-là, pour les proches aidants aussi. Fait que oui, on va être de retour l'année prochaine pour une 5e édition. C'est sûr qu'on essaie toujours de peaufiner un petit peu notre formule, de voir comment on peut l'améliorer, de quelle façon on peut lui donner de la visibilité supplémentaire. Mais quoi qu'il en soit, on va être là pour crier haut et fort pour notre cause, le myélome multiple. Donc, ça va être un rendez-vous en 2025, évidemment. Oui. Super. Hey, merci beaucoup, Marie-Lise. Merci, mais merci à vous de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous voir, la belle gang de TVR7. Le 6 de la Côte-Nord et le Conseil de la Première Nation des Inuits Esipit a inauguré le 3 septembre dernier la chambre dédiée aux soins palliatifs au pavillon des Escoumins. Le Conseil a approché le 6 au printemps 2024 afin de proposer un projet de sécurisation culturelle pour la rénovation de la chambre de soins palliatifs des Escoumins. L'objectif principal étant de permettre aux usagers autochtones et allochtones ainsi qu'à leurs proches d'y retrouver des éléments de leur culture afin de rendre cette étape de vie plus sécurisante. On écoute en premier lieu Mme Suzy Gagnon, agente aux affaires publiques du Conseil de la Première Nation des Inuits Esipit. Elle prit parole au nom du chef Martin Dufour qui nous présente le projet. Ce projet est significatif pour nous car il représente un lieu de repos et de proximité où les derniers moments de vie prennent une dimension encore plus précieuse. Nous savons que la fin de vie est une étape difficile, empreinte de douleur, d'incertitude, mais aussi de beaucoup d'amour. Il n'y a rien de plus humain que d'accompagner un être cher dans ces derniers instants et pour nous, il est essentiel que les familles puissent vivre ces moments dans la dignité et la sérénité. Ce nouvel espace a été conçu pour offrir aux proches des moments d'intimité et de tranquillité dans un environnement respectueux de la vie et cheminement personnel de chacun. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à la rénovation de la chambre de soins palliatifs ainsi qu'au salon des familles. Je suis certaine que les Premières Nations apprécieront les éléments culturels autochtones intégrés. C'est ensemble, à travers la collaboration et le partage d'une vision commune, que nous avons pu réaliser ce lieu qui, nous l'espérons, sera une source de réconfort pour de nombreuses familles autochtones et allochtones. Un merci spécial à nos partenaires, au personnel soignant ainsi qu'à ceux qui, par leur engagement, ont rendu cette inauguration possible. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et surtout de votre confiance. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour offrir un environnement respectueux à ceux qui en ont plus besoin. La PDG adjointe du CIS de la Côte-Nord, Mme Nathalie Castillo, nous explique de son côté la belle collaboration qui a mis possible la réalisation de la Chambre avec le Conseil de la Première Nation des Inuits Esipit. C'est le Conseil qui a approché le CIS pour ce beau projet et nous n'avons pas hésité à embarquer. Les changements apportés à la Chambre et au Salon des familles permettent d'offrir une expérience améliorée à la population de la Haute-Côte-Nord. On sait ce que c'est d'avoir un proche en fin de vie
Il s'agit de moments qui ne sont pas faciles à traverser et qui nous font vivre beaucoup d'émotions. Le fait de pouvoir vivre ces événements dans un environnement humain, plus convivial et confortable, facilite ce passage vers la fin de vie. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à la population de la Haute-Côte-Nord cette chambre de soins palliatifs et le salon des familles entièrement rénové. Grâce à l'ajout d'un lit mural, de fauteuils-lits, les proches seront plus confortables pour accompagner les personnes aux soins palliatifs. De plus, l'intégration d'éléments culturels inous fait ressortir un aspect représentatif de notre réalité régionale. Au cours des prochaines années, d'autres projets du genre pourraient voir le jour ailleurs sur le territoire. Le but premier est de mieux desservir notre population, mais il contribuera aussi à l'objectif de devenir un centre d'excellence en sécurisation culturelle dans le réseau de la santé et des services sociaux. En terminant, je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans ce projet au sein du Conseil de la Première Nation des Inuits Esipit et au CIS de la Côte-Nord. Elle nous explique que tout a été refait afin d'avoir ce résultat escompté. Le design qui est là avec le mobilier, le rangement là, des liens mobiles. La peinture, la déco, la tapisserie, le cadre, la literie, les divans, les lampes, la radio, le diffuseur. Puis c'est ça, il y a la même chose dans le salon des familles là, aussi. Okay. Et Mme Micheline Anctil tenait à dire quelques mots sur son ressenti de l'événement. Ça témoigne des valeurs importantes des Premières Nations, d'humanisme, de bien ancré dans le milieu. Alors, en tant que préfet, moi, je vous exprime toute la reconnaissance par rapport aux valeurs que vous intégrez à l'intérieur d'un tel projet. Ça nous rejoint tous dans le vieillissement de la population et l'humanisme à l'égard de nos populations. Pour terminer, le docteur Guillaume Laure a bien voulu nous donner ses impressions. On est content de pouvoir recevoir les patients qui ont besoin de soins de fin de vie dans un environnement qui est agréable pour eux et pour la famille, qui est plus chaleureux que le centre d'hôpital traditionnel, là, puis aussi qui a des endroits prévus pour la famille pour pouvoir les accompagner, dormir au besoin là, dans la même chambre que la personne qui est en fin de vie. C'est sûr qu'on le voit des fois au niveau des familles, les familles viennent border des proches qui sont en fin de vie, puis des fois les gens viennent de l'extérieur, puis ils demandent il y aurait une place pour se reposer, il y a une place pour... Parce que des fois la personne qui est malade a besoin de se reposer aussi, puis les proches ils disent où est-ce que je peux aller pour m'étendre un petit peu, puis on n'avait pas vraiment d'endroit à leur proposer, puis là maintenant c'est possible de le faire plus adéquatement. C'est au hangar festif que s'est déroulé le 7 septembre dernier le souper interculturel présenté par le CJE de la Haute-Côte-Nord qui a pour but de faire connaître des saveurs de différents pays et permettre à tous de profiter de cette activité rassembleuse pour la population. Un souper sous le thème des Trois Sœurs. Écoutons Claudine Routel, agente Place aux Jeunes Haute-Côte-Nord, nous expliquer ce que signifie le thème du souper et nous parler de tous les détails de la soirée. En fait, l'idée, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi, mais avec le programme Place aux Jeunes qui a initié le souper de ce soir, parce que c'est pas le premier, il y en a eu les années passées aussi. Cette année, la formule est un peu différente. On avait un thème qui était les Trois Sœurs, qui est une façon de cultiver que les Iroquoiens faisaient. Donc, maïs, fèves et courge. Donc, le souper avait pour thème les Trois Sœurs. On a eu un potage aux courges, une salade de fèves, puis des maïs avec de la tourtière. Donc, comme je te disais, c'est Place aux Jeunes qui l'a chapeauté, mais avec le Carrefour Jeunesse Emploi. L'idée, c'est que les nouveaux arrivants, les gens de 18-35 ans qui sont la clientèle de Place aux Jeunes, qui ont passé par le programme Place aux Jeunes pour s'installer ici, puis les gens de la place. L'idée, c'est de réseauter, que les gens connaissent des gens de la place, que les nouveaux arrivants ou les personnes migrantes puissent se mêler à la population puis connaître le plus de gens possible. C'est vraiment dans l'interculturel, c'est ça le but. Est-ce que tu sais combien il y avait de personnes environ? Bien, je te dirais qu'on avait une quarantaine de réservations d'avance. On a fait faire un petit peu plus de repas, fait qu'on devait
entre 50 et 60 personnes, là, parce qu'on a passé toute la tourtière. Fait que je dirais qu'on a peut-être eu jusqu'à 60 personnes. À date, j'ai vu qu'il y avait le comité des bénévoles avait amené, il y avait des personnes aînées. J'imagine que c'était une belle activité pour eux. Oui, en fait, c'est une belle collaboration du comité de bénévoles de Bergeronne qui paie le souper de ce genre d'activité-là à leurs membres. Fait qu'on avait toute une tablée et demie de gens de 60 ans et plus de Bergeronne qui sont venus au souper. Est-ce qu'on a eu un peu des nouveaux arrivants? Oui, quand même, quelques personnes de Place aux Jeunes qui l'ont fait dans le passé et qui l'ont fait cette année, puis quelques nouveaux arrivants également. Là, la soirée n'est pas finie, ça va finir avec quoi? En fait, ce qui suit le souper, c'est de la gigue et danse traditionnelle. Cette partie-là de la soirée est organisée par la municipalité de Bergeronne. Donc, moi, je passe le flambeau à Sarah là, à l'instant pour le reste de la soirée. La Caisse des Jardins du Saguenay-Saint-Laurent est ravie d'annoncer la sélection de 3 bénéficiaires de bourses d'études d'une valeur de 1 500 chacune, qui leur permettront de se concentrer sur leurs études. C'est notamment grâce à leurs engagements soutenus dans la collectivité et leur persévérance inspirante qu'ils ont été sélectionnés pour recevoir cet appui. Cette bourse s'inscrit dans l'engagement global de la Caisse des Jardins du Saguenay-Saint-Laurent dans son milieu en soutien concret envers la réussite éducative des jeunes. Le conseil d'administration de la Caisse se joint au directeur général et à toute l'équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à nos jeunes lauréats et lauréates et pour les féliciter de cette distinction, dont Natao Vivier-Philly de Tadoussac, Gabriel Brisson de Tadoussac également et Raphaël Roussel d'Espit. La nouvelle programmation d'émissions pour l'automne est sortie. 2 nouveautés vous seront présentées, dont le podcast Passé en revue, qui met en vedette un ou une invitée qui nous parle de son adolescence à travers les sujets d'une vieille revue, qui sera en ligne sur notre YouTube les mercredis aux 2 semaines, dont la prochaine sera le 16 octobre. Et l'émission sera aussi diffusée en ondes toute la semaine à 21h et minuit. Ainsi que l'émission Sur ma liste qui vous fera découvrir les activités et attraits touristiques dans chaque municipalité. Et pour cette saison, nous découvrons les municipalités du secteur ouest, dont Tadoussac, Sacré-Cœur, les Bergeronnes, les Escoumins et Espit, qui sera en ondes les vendredis dès 19h. Les épisodes seront aussi disponibles sur notre chaîne YouTube TVR7-HCN. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.